Donc maintenant, on va écouter quelqu'un qu'on connaît bien, Médecins du Monde, qui est Marie Debru, qui est coordinatrice du programme Éducation Risque et Injection, qui est aussi présidente de l'AFR, Oui. l'Association française de réduction des risques. Et donc tu vas nous présenter, Marie, les résultats de la recherche à Orly, à NRS et les perspectives. Alors absolument. Alors en plus, ce travail a été fait, vous l'avez vu avec la liste des logos, en partenariat avec de nombreux acteurs. Et je vais revenir dans le détail sur comment ça s'est mis en place. Alors, au départ, en fait, c'est né d'un constat d'ailleurs des deux associations. Naturellement, c'est un programme qui est issu du terrain, sur des pratiques à risque qui persistaient à la fois au niveau de l'hépatite C, donc le plaidoyer et le travail qui a été fait au départ, c'était une volonté de modifier les pratiques par rapport à l'hépatite C, et le fait qu'effectivement, il y avait toujours des complications assez importantes au niveau des points d'injection, des difficultés qui restaient toujours les mêmes, et sur lesquelles on voulait travailler. Les deux projets sont faits un peu en parallèle, à Aide et Médecins du Monde. Pour Médecins du Monde, c'était plus issu du milieu festif techno avec l'émission Rêve. Avec Aide, c'était effectivement dans leurs accueils. Mais ça s'est vraiment fait en parallèle et ça s'appelait à ce moment-là, à l'époque, accompagnement à l'injection pour les deux associations. Naturellement, en fait, finalement, les deux associations ont voulu, se sont dit, pour faire reconnaître ce projet-là, il va falloir passer par une recherche. Et du coup, on a voulu faire une recherche commune. Ça aurait été un peu contre-productif d'être concurrent. Et puis, on avait un peu une philosophie aussi d'intervention qui était vraiment très proche. Donc, du coup, on s'est rapproché d'une équipe de chercheurs de l'INSERM à Marseille, l'équipe de Patricia Carrieri. Et puis, on a déposé un projet auprès de la NRS, l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui a un peu changé son nom, que je n'arrive toujours pas à lire, mais c'est écrit. Je m'en excuse. Oui, mais c'est nord-sud, tout ça, ça me perturbe. Voilà, donc ce projet de recherche a débuté, du coup, on a commencé à le monter ensemble en 2009. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a eu un pré-projet de recherche, ensuite un projet de recherche. Il y a eu l'activité sur le terrain en lui-même et l'analyse qui a pris un certain temps. Les objectifs étaient les suivants. Mesurer les effets d'AERLI. AERLI, c'est accompagnement et éducation aux risques liés à l'injection. Vous remarquerez que c'est un acronyme qui est fusionné l'accompagnement à l'injection non de départ, y compris MDM, et EARLY, éducation aux risques liés à l'injection. On a trouvé un compromis finalement qui a été accepté par la NRS et donc c'était la recherche AERLI NRS. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment focalisé sur la transmission des pathologies infectieuses, notamment VHC. Le VIH on est beaucoup moins concerné par le VIH en France aujourd'hui chez les usagers de drogue. Et la question des dommages veineux, sauf que là même on a voulu à un moment donné d'ailleurs travailler beaucoup plus cette question-là sur savoir comment le documenter. On s'était posé la question par rapport au travail fait autour des pipes à crack, mais ça aurait été extrêmement compliqué. Il aurait fallu faire valider un outil, et là, on voulait utiliser des outils déjà existants. Donc, on n'a pas pu le faire. Les objectifs secondaires sont un peu logiques, en fait. C'est mesurer la faisabilité et l'acceptabilité de ce type de dispositif, qui était assez innovant et qui était au départ très expérimental, et d'essayer d'en faire quelque chose de formalisé. Et bien évidemment, de voir en quoi ce travail autour de l'injection avec les personnes permettait de renforcer leurs compétences pour mieux prendre soin de leur santé. Donc cette notion de renforcement des compétences est vraiment au cœur de notre intervention, et on va y revenir après. Alors, l'étude, en fait, on a constitué deux groupes d'intervention. On n'allait pas pouvoir tirer au sort les personnes. Il a fallu faire des sites différents, parce que sur un même site, c'est influencé. Il y a eu des grosses discussions. Donc, on a fait un groupe intervention qui était où les personnes, les usagers de drogue, pouvaient bénéficier d'accompagnement à l'injection de type AERLI. Il y avait 8 cas rudes. En fait, sur les 8 cas rudes, il y a l'équipe de Médecins du Monde qui a travaillé en partenariat avec Gaïa Paris. C'est important de le savoir. Et par ailleurs, Médecins du Monde continue à mener un travail avec le CARUD de Sida Parole à Colombes, qui n'a pas participé à la recherche, mais nous avons néanmoins une autre activité là-bas. L'idée, c'est que c'était un peu compliqué finalement, au vu du contexte particulier de Sida Parole, de rentrer dans le cadre de la recherche. Donc on a préféré que faire entrer le travail à Gare du Nord avec Gaïa Paris. Et à Colombes, on a continué sans avoir la contrainte du cadre de la recherche. Et tous les autres CARUD étaient issus de Aide, et le groupe témoin était également issu de CARUD de Aide, qui étaient répartis sur toute la France. Ça fait que c'était assez intéressant d'avoir des CARUD avec une diversité de profils assez importants. Donc chaque personne, que ce soit témoin ou intervention, ont été suivis pendant 12 mois.
donc 1 an. Et les séances à Orly, en fait, on a un peu standardisé, ce qui a fait l'objet de discussions, puisqu'il a fallu démontrer qu'effectivement, même si c'était mené par des équipes différentes, on partait de la même intervention. Donc du coup, on a travaillé ça ensemble, et on s'est rendu compte, d'ailleurs moi-même je m'étais posé des questions, est-ce qu'on va se mettre d'accord entre aide et Médecins du Monde sur un protocole, et finalement ça s'est très très bien passé parce que naturellement, finalement, comme c'était issu du terrain, on avait les mêmes sensibilités et on s'est accordé sur quelque chose de commun. L'idée étant que, pour vous décrire l'intervention, une personne qui pratique l'injection, on lui propose l'intervention dans les CARUD, et ensuite 2 intervenants sont présents pendant que la personne réalise son injection. Du côté de Médecins du Monde, au départ, il y avait quasi systématiquement un infirmier ou une infirmière, ce qui a évolué à la suite puisque c'était un peu plus compliqué d'avoir tout le temps un infirmier ou pas. Pour Aide, qui est issue qui est une association communautaire, l'important c'était d'avoir au moins dans le binôme un usager ou un ancien usager de drogue. Nous, c'est arrivé à Médecins du Monde, mais c'était pas forcément systématique. Voilà. Et donc voilà, d'être témoin et d'avoir un bilan partagé, donc de pouvoir discuter des réelles pratiques de la personne, ça change considérablement le travail de réduction qu'on peut faire, et puis après ça ouvre vraiment un espace de parole, puis il y a une confiance qui se crée. Si vous avez des questions, on pourrait revenir plus précisément. Par ailleurs, vous avez sur votre clé USB le résultat de cette recherche et l'explication plus précise de l'intervention. Donc ça, c'était le schéma d'étude en fait dans les 2 groupes, qui en fait avait le même questionnaire, qu'il soit intervention ou témoin, qui était fait par téléphone. Alors ça a été aussi ce grand sujet de débat, le téléphone. L'idée c'est qu'on avait des CARUD sur toute la France, quand même qu'on ne pouvait pas avoir des enquêteurs dans tous les CARUD, parce que ça aurait coûté trop cher, qu'on ne voulait pas que les intervenants soient les enquêteurs, ce qui est pour moi évident. Du coup on l'a fait par téléphone. Le côté positif du téléphone, c'est que finalement, une fois que le lien était créé, ça marchait très bien et les personnes se livrent beaucoup. La difficulté étant bien évidemment le suivi, puisque certes les personnes changent beaucoup de téléphone, mais finalement le plus compliqué, c'est pas forcément d'avoir leur numéro de téléphone, c'est qu'elles disparaissent. Certaines personnes disparaissent de notre point de vue, bien évidemment. Il se passe des choses, mais on n'a pas toujours l'information. Et on va voir après, dans le suivi des inclusions, effectivement qu'il y a une perte non négligeable, mais c'est une population qui est un peu difficile à suivre. Voilà. Et donc, dans le groupe intervention, il ne fallait pas faire au minimum 3 sessions en 5 mois, mais une session d'accompagnement à Orly. Ça a été changé par la suite. Alors, voilà le bilan des inclusions. Donc, 305 personnes incluses, 168 dans le groupe intervention, 137 dans le groupe témoin. Alors après, dès qu'il y a des questionnaires, donc on a fait un questionnaire à J0 à l'inclusion, ensuite donc avant toute intervention, pour faire une photo de départ, 6 mois après environ et 12 mois après. Alors c'est là où sans doute, a posteriori, sans doute qu'on a pris une durée un peu longue, hein, parce que poursuivre des personnes sur une durée aussi longue, 1 an, c'est extrêmement long, elles ont du mal à se projeter. Il y a beaucoup de personnes qui bougent, il y a des personnes qui sont incarcérées, des personnes qui sont hospitalisées, donc voilà, on perd le contact, ça n'a pas été simple. Et ensuite, il y a 240 questionnaires en tout qui ont pu être analysés, puisqu'il y a aussi des questionnaires qui n'ont pas pu arriver à quelques personnes qui ont voulu arrêter ou autres. Au final, donc 127 dans le groupe témoin et 113 dans le groupe intervention. Donc encore une fois, ça peut donner l'impression qu'il y a une grosse perte dans cette population. Le travail auprès de ces personnes n'est pas si simple que ça, surtout sur toute la France, dans différents CARUD. Enfin, voilà, donc, on pourrait sans doute mieux faire. Après, il y a peu d'études qui sont faites, donc il y a quand même des choses très intéressantes qui en ressortent. Après, dans tout le groupe, dans tout l'échantillon, il y avait 22% de femmes et 78% d'hommes. Et ensuite, on va voir les différences des 2 groupes. Alors, je ne vais pas vous faire les schémas sont dans la petite brochure que vous avez sur la clé USB. Ce qui est à noter, ce qui est important et ce qui a mis en difficulté l'analyse des résultats, c'est qu'en fait, il s'est trouvé, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, que les 2 groupes témoins et intervention étaient différents au départ de l'intervention. Il se trouve qu'on a recruté dans les CARUD témoins et les CARUD d'intervention des personnes qui avaient des caractéristiques différentes, avec notamment un niveau, alors on le voit plus sur la seconde, un niveau d'éducation plus élevé pour le groupe intervention, mais un niveau de précarité également plus élevé dans le groupe intervention. Le groupe intervention avait plus tendance à avoir des pratiques à risque, était plus dans l'usage de drogue de plusieurs produits, donc de la polyconsommation. Et du coup, c'était compliqué de comparer des groupes qui finalement n'étaient pas comparables au départ.
Alors c'est là où la magie de la statistique intervient et où je ne pourrais pas vous l'expliquer, n'étant pas statisticienne, je m'en excuse. Mais il s'est avéré que donc il y a des outils statistiques qui permettent de corriger en fait ces différences au départ et ces biais, puisqu'effectivement là aussi on voyait des complications au niveau des sites d'injection plus importants dans le groupe intervention. C'est des différences qu'on dit significatives, hein, donc ils se sont pris la tête les chercheurs pour corriger. Néanmoins, malgré ces différences de départ, on a des résultats extrêmement intéressants et extrêmement forts. On les a mis en 3 niveaux. Les 2 premiers résultats vraiment importants concernent concernent le groupe intervention et le fait qu'il y ait une différence significative pour le groupe intervention par rapport au groupe témoin. Et ensuite, on verra des résultats qui concernent l'ensemble des usagers. Donc pour le groupe intervention, on constate une diminution importante des pratiques à risque de transmission par rapport au VHC. Donc ça, c'est extrêmement important et intéressant. Et finalement, ça rentre dans notre objectif de départ où on voulait toucher ces questions d'hépatite C. Alors moi, pour être sur le terrain, je ne suis absolument pas surprise, parce que tout le travail qu'on fait durant les séances d'accompagnement à l'injection, c'est vraiment autour des représentations, des pratiques. On va vraiment dans le détail et on répond à la demande et on est vraiment adapté à ce que fait la personne. Alors c'est sûr que la première demande des usagers quand ils viennent, c'est pas de parler hépatite C, hein, ça c'est très rare, ça arrive mais c'est très rare. La majorité, ce qu'ils veulent, c'est réussir leur injection, ce qui est tout à fait légitime en tant qu'usager de drogue. Et nous, on travaille sur ça. Mais finalement, travailler sur ça, ça permet de mieux prendre soin de ses veines, de moins se charcuter. Et qui dit moins se charcuter, c'est avoir éventuellement aussi moins de sang dans l'environnement, sur ses mains ou autres, et d'expliciter aussi mieux les pratiques à risque, parce que en tant qu'intervenant, on peut avoir le discours, il ne faut pas partager ceci, il ne faut pas partager cela, mais après, ils n'ont pas la traduction, dans eux, leur pratique, ça donne quoi ? Ou si je dis récemment un usager machinalement met le piston de sa pompe, donc de sa seringue, dans la bouche et après remet dans la cuillère, quand on lui dit voilà, là il y a une pratique à risque, tu as mis et tu remets dans ta cuillère, il ne comprenait pas, il a fallu vraiment expliciter, mais comment ça se fait que des bactéries peuvent se retrouver dans ma cuillère et dans mon produit quand je fais ça. Donc on voit bien en fait la difficulté de traduire des choses qui peuvent nous paraître évidentes. Moi, en plus, qui suis pharmacien, il y a des tas de choses, je ne sais plus quand est-ce que je les ai apprises, hein, qui me sont évidentes, y compris sur le fonctionnement du corps, que les veines et les artères, c'est pas la même chose, que c'est pas parce qu'on s'injecte qu'on a un volume de sang plus important dans le corps. Voilà, des tas de choses qui peuvent paraître peut-être évidentes en tant que professionnel, encore plus peut-être en tant que professionnel de santé, mais qui ne le sont pas spécialement pour des personnes qui injectent. Voilà, donc ce résultat est vraiment très satisfaisant. Le deuxième qui est important aussi, mais qui est finalement en lien, c'est la diminution des complications au site d'injection. Alors certes, hein, c'est un résultat à partir de déclaration, donc c'est peut-être une limite, mais néanmoins on verra après que finalement il y a une bonne corrélation entre la perception du capital veineux et la réalité de l'état des veines des personnes, quel que soit le groupe d'ailleurs. Et du coup c'est extrêmement intéressant. Et là, Continue. Pardon. Et là aussi, en tant qu'intervenant de terrain, moi je l'ai vraiment constaté sur des usagers où j'ai vraiment vu, après plusieurs séances, une réelle amélioration du capital veineux, y compris chez des personnes où on partait de loin avec des bras vraiment abîmés, alors pas forcément que des bras, mais en tout cas des points d'injection très abîmés, et où il y a une amélioration extrêmement nette, et c'est souvent d'ailleurs ce qu'ils voient en premier. Et souvent, y compris sur des choses toutes simples, hein, de bien comprimer le point d'injection après l'injection, de bien comprimer le point d'injection, oui, après l'injection, c'est ça. Ça améliore vraiment la cicatrisation et des choses toutes bêtes, mais du coup, c'est des conseils qu'ils acquièrent assez vite, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui se voit. Et dès qu'on parle de choses moins visibles, hein, comme c'est le cas de l'hépatite C, qui reste quelque chose d'un peu abstrait, c'est beaucoup plus compliqué, et souvent ça vient dans les conversations avec des usagers plus tard, ou sur les questions de filtration, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas ce qui leur vient en premier, et c'est plutôt comment réussir mon injection, comment être satisfait de l'effet que je recherche par rapport à ma pratique. Voilà. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Enfin, les derniers types de résultats concernent les deux groupes, parce que ce travail était aussi l'occasion de voir les pratiques de réduction des risques dans les CARUD, selon la pratique courante des CARUD, c'est-à-dire sans intervention early, ce qui n'a jamais été fait en France.
dans une étude. Donc c'est extrêmement intéressant. Et là, quels que soient les groupes, il n'y a pas forcément de différence significative. Mais en tout cas, voilà, on parle de la perception de l'état veineux, qui est une donnée certes déclarative, mais qui en fait se révèle une bonne corrélation entre leur perception et l'état réel des veines, et ce qui permet de mieux travailler sur les risques liés à l'injection, et notamment au niveau des complications locales. On observe aussi une augmentation du recours au traitement de substitution aux opiacés dans les deux groupes, donc ce qui est rassurant parce que les carudes ont un effet intéressant aussi sur la pratique des personnes, et une augmentation des compétences perçues. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aimerait travailler davantage et qui est extrêmement intéressant. C'est cette question de la théorie de l'autodétermination. C'est qu'avoir conscience de ses propres compétences améliore finalement le prendre soin de soi et le fait qu'on a plus confiance en soi et du coup on prend mieux soin de soi et on améliore son état de santé. Donc ça c'est valable dans les deux groupes. On aurait voulu le travailler davantage mais ça n'a pas été possible, mais on espère par la suite qu'on pourra y retravailler. Alors au niveau des perspectives, il est clair qu'au vu des résultats, même si nous on s'en doutait avant, aujourd'hui on a enfin la démonstration, si cela était nécessaire pour certains, que c'est ce type de projet-là qui peut permettre de réduire les risques par rapport aux transmissions du VHC et par rapport aux complications globales liées à la pratique de l'injection. C'est vraiment aller plus loin que juste parler de ces pratiques entre des intervenants, ce qui est déjà bien, mais c'est vraiment aller encore un peu plus loin et ça permet aussi, ce qui n'est pas dit là et ce qui n'était pas le sujet de cette étude, mais d'être un réel observatoire des pratiques. Et ça c'est extrêmement intéressant. En étant acteur de terrain, on voit comment des fois on donne des messages contre-productifs et du coup on peut le réajuster, mieux comprendre, ou on peut explorer des choses qu'on entend, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce qu'ils font comme ça, comment ils font, enfin voilà. Là on est témoin, on peut décrire, on a une relation extrêmement forte avec des usagers. On a de plus en plus d'usagers qui nous ramènent d'autres usagers. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne, comme quoi cette intervention est efficace et plaît dans sa manière de faire, parce que je pense que les personnes se sentent valorisées. Et c'est important parce que c'est un réel échange. C'est pas juste nous qui donnons des leçons aux usagers. On apprend des deux côtés et je pense que c'est ça qui fait que ce projet fonctionne. Alors bien évidemment, que ça soit Aide ou Médecins du Monde, on aimerait réellement qu'il y ait une diffusion sur tout le territoire. Et au-delà d'ailleurs. Les Belges sont extrêmement intéressés, par exemple, le Québec également. On a pu faire des présentations dans des colloques internationaux. Pour peu qu'il y ait un cadre d'intervention adapté et clair, le projet Early n'est pas un projet d'espace de consommation ou de salle de consommation. Ce sont des objectifs différents. L'intervention de type Early peut bien évidemment être faite dans des salles de consommation et c'est ce qui est prévu à Paris et c'est ce qui est tout à fait souhaitable puisque c'est logique. L'avantage de ce type de projet, c'est que ça peut faire hors d'une salle de consommation. Donc bien évidemment, tous les acteurs, en tout cas j'en connais un certain nombre en tant que présidente de l'AFR, sont extrêmement intéressés par cette intervention, notamment des acteurs qui sont dans des petites villes. Ce qui était le cas d'ailleurs de certains carrés de Aide, parce qu'à Paris c'est un peu biaisé, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, moi je rencontre des acteurs de petites villes en région et qui aimeraient faire de la Early sans pour autant en se disant moi je sais que dans ma ville il n'y aura pas de salle de consommation, c'est pas forcément adapté. C'est eux qui le disent et du coup je pense que ça a une vraie plus-value en termes d'amélioration des compétences et de réduction des risques. Alors il y a une recherche qualitative qui est en cours, en tout cas pour Médecins du Monde, avec l'équipe de l'INSERM de Marie Geoffray, dans le cadre de SIDAction. On a également des recherches enfin je ne sais pas si on peut appeler ça recherche, mais en tout cas une valorisation de toutes les notes qui ont pu être prises durant les séances d'accompagnement avec Aide et des discussions. Il y a eu des focus group qui ont été faits avec des intervenants de Médecins du Monde, des intervenants de Aide, ou les deux des fois, parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois pendant le projet, ce qui est extrêmement riche. Et du coup, on a beaucoup de matière, ce qui prend aujourd'hui du temps, puisqu'on devait les mettre à disposition dans le cadre d'un projet des cahiers de l'injection de l'AFR. En fait, c'est toujours retardé juste parce qu'on a une telle matière, en fait, on a eu des moyens qui ont diminué, mais la matière est toujours là et c'est juste retardé, mais ça va finir par arriver. Voilà. Et bien évidemment, ce qui serait important, c'est d'avoir une reconnaissance officielle de ce dispositif. Peut-être que la loi le permettra et que ça soit intégré dans le référentiel de la réduction des risques s'il est réévalué après le vote de la loi. Voilà.
Bien évidemment, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont pu travailler sur ce projet, et elles sont extrêmement nombreuses. Les usagers, bien évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas de projet, qui ont accepté de travailler avec nous, surtout qu'au départ, ça leur paraissait un peu surréaliste comme proposition. Les équipes de aide, parce que ça a été une vraie rencontre et un vrai plaisir. Enfin, on a eu des moments extrêmement riches. Et puis elles ont évolué, parce qu'il y a eu plein de niveaux entre les acteurs de terrain ou autres. Il y en a dans la salle, donc elles pourront aussi apporter leurs précisions si elles le souhaitent. Et puis oui, l'engagement de l'équipe de l'INSERM de Marseille et l'NRS qui a osé financer ce projet, alors qu'au début on se faisait un peu envoyer balader en fait. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces 3 interventions.